Nous sommes le lundi 12 mars, il est 10h50. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est l'instant RR comme région, le magazine qui parle de sujets qui vous concernent à travers des reportages tournés partout en France. Tenez, ce matin, nous allons essayer des Smart Shoes, comprenez des chaussures connectées. Il est en effet désormais possible de commander la température de ses semelles, voire la hauteur de ses talons depuis son téléphone. C'est étonnant et ce sera dans l'instant tendance. Nous visiterons ensemble une maison 100% passive dans la Creuse. Ici, plus de compteurs, plus de factures, avouez que ça fait rêver. Cette habitation vit en autonomie totale, mais comment fonctionne-t-elle et est-ce la maison du futur? Eh bien, on en parle dans l'instant R. Et grâce à toutes ces innovations, la société évolue, notre façon de travailler aussi. La France compte aujourd'hui près de 3 millions de travailleurs indépendants, des femmes et des hommes qui souffrent parfois d'isolement. D'où le succès des espaces de coworking ou de co-homing. C'est quoi? Direction Talence, sans plus tarder, c'est en Gironde et on va essayer d'en savoir un peu plus. Changer radicalement de vie à 50 ans, Pascal Averti l'a fait, en devenant son propre patron, sans peur du lendemain. Le déclic, son licenciement. Après avoir été salariée pendant plus de 25 ans dans une petite entreprise de lingerie, elle travaille désormais à son compte et souvent chez elle, par choix. J'ai besoin de cette solitude pour me ressourcer, pour réfléchir plus posément sur les projets. Bien sûr, c'est très important. Depuis un an, elle propose ses services de courtage en travaux sur Bordeaux. Son nouveau métier lui permet de gérer elle-même son planning, sans contrainte. Une liberté qui a aussi ses inconvénients. Au bout d'un certain temps, quand on est trop seul, on finit par tourner en rond. Et moi, j'ai plus d'idées. Comment trouver l'inspiration? Pascal a peut-être trouvé la solution en allant cogiter chez de parfaits inconnus. Ce matin-là, c'est Laurence qui reçoit. Mais elle n'est pas la seule. Deux autres jeunes femmes, elles aussi indépendantes, sont déjà là. Donc Pascal, je te présente, je connais Cécile. Ouais. Et Maud. Tu vas bien? Ouais. Chacune prend ses aises dans le salon de cette directrice artistique transformée en bureau partagé. Comme à la maison, cela s'appelle du co-homing. Ça se fait très simplement, on travaille. On décide souvent de faire des petites pauses ensemble. On se dit, bah, tiens, on va s'arrêter vers 11h, boire un café. Souvent, on déjeune ensemble. Ça vous gêne, en fait, la musique ou si je... Même si chacune se concentre sur son projet, il y a beaucoup de discussions. Une alternative au travail dans un bureau classique. Ça t'intéresse aussi? Le développement, c'est toujours un peu difficile de trouver des gens qui sont un peu... qui bossent bien. On choisit vraiment les gens déjà chez qui on va. On est dans une ambiance qui est un peu plus informelle, tout en étant orienté travail, mais voilà, on est dans un échange, on est dans une création de réseau, donc la démarche est un peu plus active, on va dire, que quand on est en entreprise où finalement tous les jours ce sont les mêmes gens desquels on est entouré. La démarche est un peu différente. Partager des bureaux pour diminuer les frais, une tendance qui gagne les campagnes. Direction Langoiran, en Sud-Gironde. Dans cet ancien cinéma désaffecté des années 40, un refuge pour entrepreneurs ultra connectés. Leur point commun, l'envie de casser la routine. On ne lance pas une machine, on ne va pas débarrasser le lave-vaisselle, on ne va pas faire le lit des enfants. On est ici pour travailler. Il y a la première journée, donc c'est... Ils sont graphistes ou consultants, des travailleurs nomades qui viennent ici bénéficier d'une connexion Internet, tous à la recherche d'un cadre de vie privilégié, ce qui leur permet d'éviter bien des allers-retours inutiles. Le fait de ne pas être obligé de faire les mouvements pendulaires comme beaucoup des actifs de notre territoire vers Bordeaux, ça c'est une vraie chance parce que du coup on se retrouve à économiser tout ce temps pour passer plus de temps sur du travail et plus de temps relationnel avec nos collègues ou nos presque collègues. Certains lieux ne ressemblent à aucun autre. Depuis 2014, l'IUT de Bordeaux abrite une véritable caverne d'Ali Baba. C'est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. Le concept, né aux États-Unis, est en pleine expansion en France. On y trouve des outils traditionnels, mais aussi des machines pilotées par ordinateur. Alors, où tu en es de ton projet? Bah, ça avance, on a presque fini les prototypes pour le porte-carte. Ce lieu, ouvert à tous, permet aux plus créatifs de réaliser des prototypes. À la maison, on peut développer, mais on a certaines limites. Donc on n'a pas de matériel et puis on a des compétences qui manquent. Certes, on les apprend petit à petit, mais il faut quelqu'un pour nous aider et pour nous les donner au départ. Que viennent chercher ces travailleurs nomades et indépendants? Que ce soit dans les Fab Labs ou les différents espaces de coworking, ensemble, ils veulent d'abord rompre avec une forme d'isolement social,
C'est tout le pari et le paradoxe de cette économie collaborative. Et puisqu'on parle de nouvelles habitudes de travail, je vous propose de nous intéresser à nos habitudes de vie. Des habitudes qui pourraient bien être bouleversées par une toute nouvelle maison entièrement autonome, que ce soit pour l'eau, pour l'électricité et même Internet. Plus qu'une maison, une vraie petite révolution conçue dans la Creuse. Dans le centre-ville de Colmar, c'est la maison typique. Au beau milieu de la Creuse, elle surprend, et plus encore que vous ne l'imaginez, car cette maison est absolument unique au monde. La maison, elle est 100% autonome. Autonome en eau, en électricité, en téléphonie, en Internet, en gestion des eaux usées. Enfin, c'est vraiment la maison, vous pouvez la construire où vous voulez. C'est la première maison certifiée Passif Premium et 100% autonome au monde. Donc c'est une première mondiale dans la Creuse. Des panneaux photovoltaïques couplés à un stockage batterie pour l'énergie, un système de filtrage d'eau captée sur un forage, une microstation d'épuration, adieu relevé de compteurs et factures qui vont avec. Réalisée à quelques encablures d'Ahun par le groupe KZB de Seine-et-Marne, après 2 ans et plus d'1 million d'euros de recherche et développement, la maison du futur s'appelle Avenidor, avenir en patois marchois. On était convaincus qu'on pouvait réaliser ce type d'habitation, mais personne ne croyait en nous. Il y a eu quand même pas mal de difficultés. Les plus grosses, ça a été déjà de trouver des matériaux disponibles en France, parce qu'il y a des matériaux qu'on a dû faire venir de pays étrangers. Qui dit maison passive dit peu de chauffage, une petite pompe à chaleur suffit. Tout a été pensé pour réduire à 3 fois rien les besoins énergétiques. On a même des échangeurs pour récupérer les calories de chaleur lorsque vous prenez une douche. On va utiliser cette eau chaude qui est sale pour préchauffer l'eau froide qui est propre. En fait, vous gâchez pas. On part dans l'idée de gâcher le moins possible. À l'étage, 3 chambres, 3 salles de bain et une ventilation millimétrée sur les 200 mètres carrés habitables via une VMC double flux. Pas de buée, pas de mauvaises odeurs, pas de zone froide et même des peintures dépolluantes pour capter formaldéhyde et autres émanations. Résultat, une maison largement en avance sur une législation française très à la traîne en la matière, le tout pour 2 500 € le mètre carré. Steven Kazuba planche déjà ici même sur un nouveau prototype en paille plus abordable. Son idée, démocratiser la maison passive et autonome. À partir du moment où on commencera la commercialisation, le bouche à oreille fera qu'il y aura de plus en plus de personnes qui seront sensibilisées et plus en plus de personnes qui se rendront compte que c'est accessible et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une maison traditionnelle. Pendant 4 mois, cette maison prototype sera contrôlée via une série de capteurs. Elle devrait être inaugurée en avril prochain en présence notamment d'une délégation venue de Chine, déjà séduite par l'Avenidor creusoise. Oui, un concept qui séduit au-delà de nos frontières. Comme d'ailleurs les Smart Shoes, comprenez les chaussures intelligentes inventées à Nancy par un entrepreneur. Karim Oumnia a eu l'idée assez géniale d'intégrer dans les semelles une multitude de capteurs pouvant être contrôlés depuis son téléphone, comme ça en quelques clics. Une innovation qui a fait la une de la presse dans de nombreux pays. Regardez. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Ces chaussures à l'allure futuriste existent vraiment. Il y a des trucs qui vont s'ouvrir sur les côtés, elle va se mettre à voler ou je sais pas. Voler, pas encore, mais ces chaussures high-tech ont plus d'un tour dans leur sac. Bourrées d'électronique, elles permettent de suivre l'activité physique et les déplacements de l'utilisateur. Elles se lassent toutes seules et en plus, elles sont chauffantes. Cette Smart Shoe, chaussure intelligente en français, est née dans l'imagination d'un ingénieur nancéen. Alors qu'il se gelait les pieds lors d'une partie de chasse en Lorraine, il a eu l'idée de la semelle chauffante. On prend la semelle, on la met dans la chaussure, on va sur l'application Worm, voilà, et hop, on regarde, donc on a soit la possibilité de mesurer son activité, donc là on démarre une nouvelle activité, hop, et là on se met à marcher et on voit les pas qui s'affichent. Donc là on a effectivement une activité qui s'affiche. On va aller vers la chauffe et là c'est magique puisque vous choisissez la température que vous voulez. Vous voyez, 38 degrés. Le concept baptisé Digitsol a été présenté au Salon des technologies de Las Vegas où il a remporté plusieurs récompenses et surtout attiré l'attention des médias du monde entier. Un journaliste avait dit il y a quelques années, on parlait que du phone, du téléphone. Aujourd'hui, on ne parle plus de phone, on parle de smartphone. Demain, on ne parlera plus de shoes parce que la première smart shoe vient de naître à Las Vegas au salon. Donc, on est les inventeurs de la smart shoe et nous en sommes
très heureux et très fiers. De la semelle intégrable dans n'importe quelle chaussure à la véritable smart shoe bourrée d'électronique, il n'y avait qu'un pas. C'est ici, dans cette entreprise plus que centenaire située près de Nancy, que les prototypes de chaussures intelligentes sont devenus réalité. On est passionné parce qu'on est des industriels et qu'on a envie de faire de l'innovation, mais on n'a pas forcément, nous, tous les éléments et les connaissances. Et de pouvoir rencontrer Digisol, justement, c'est là où eux nous apportent cette technologie, nous expliquent un peu leur concept et ce qu'ils veulent en faire. Et nous, on essaye de l'intégrer à l'intérieur d'une chaussure traditionnelle parce qu'il faut quand même qu'à la fin, ça ressemble à une chaussure et que le client puisse la porter correctement. Une chaussure classique en apparence, mais en apparence seulement puisqu'elle est à la fois chauffante et connectée. Et pour les élégantes, une version plus féminine est à l'étude, avec une option qui devrait faire mouche. Cette chaussure, qui a l'air également tout à fait classique au premier abord, en fait embarque un talon qui est bourré d'électronique. Et on a un système de talons télescopiques, donc qui est géré avec votre smartphone. En fait, on peut régler à souhait la hauteur du talon. En fait, on a eu beaucoup de demandes sur ce produit puisque les femmes, aux différentes heures de la journée, souhaitent avoir des talons plus ou moins hauts en fonction de si celle-ci se trouve au travail ou en voiture ou alors lors de soirées avec des talons un petit peu plus hauts qui rend l'allure un peu plus sexy. La révolution est décidément en marche. Autre innovation bonne pour notre planète et notre pouvoir d'achat, l'application Too Good To Go, trop bon pour être jeté en français. Celle-ci lutte en fait contre un gaspillage qui représente tout de même, regardez, plus de 10 millions de tonnes de nourriture par an en France. Elle permet en fait aux commerçants de proposer le soir leurs invendus à moitié prix. On l'a testé pour vous à Poitiers. En 4 clics, vous pouvez déjà commander votre panier. Un lot à moitié prix dont on ignore le contenu. Par exemple, ce soir-là, Christophe Vergniaud propose un émincé de bœuf sauce Roquefort et 4 viennoiseries pour 4 € au lieu de 8. C'est économique pour le client et responsable pour le commerçant. Tous les soirs, on a toujours des restes ou de sandwich de viennoiserie ou alors de plats du jour. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé l'affaire assez séduisante. On a un portail, nous directement commerçants, pour pouvoir accéder avec les produits. Si on n'en a pas, on annule. Si on en a plusieurs, on met 2, 3, 4. Ça peut être différent tous les jours. Une idée dans l'air du temps qui séduit beaucoup par son côté développement durable. En tout cas, ces 2 clients du restaurant semblent conquises. Je pense que pour les personnes seules, c'est encore plus intéressant. Voilà, moi j'aime bien faire la cuisine, mais c'est sûr qu'un soir où c'est ce qu'on disait, où les gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps, c'est intéressant d'avoir de la bonne nourriture pour moins cher. Et à la place de la mettre à la poubelle, c'est quand même une bonne création. Reste à savoir à qui cette application est particulièrement destinée. Pour ce propriétaire de boulangerie, il n'existe pas vraiment de portrait type. On peut avoir un client régulier qui décide d'avoir l'application et qui se dit tiens, je vais profiter et avoir la surprise de découvrir un lot ce soir chez Émile. Ou alors quelqu'un qui est un petit peu dans la difficulté. On a vu des étudiants qui nous expliquaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, qu'ils étaient contents de se faire plaisir le soir avec un peu de salé, un peu de sucré ou la découverte. Et puis aussi, on peut avoir la mère de famille qui souhaite avoir un peu plus de quantité. Parce qu'on vous l'avoue, si le soir, on se rend compte qu'il y en a vraiment trop de quantité, on va dépasser les 8 € et glisser une baguette ou 2 en plus aux bénéficiaires. Sachez enfin que si vous êtes tenté par l'achat d'un panier surprise, cela ne se fait que via l'application Too Good To Go. Sachez aussi que c'est à vous d'apporter un sac afin d'éviter toute surconsommation de plastique. À venir dans l'instant R, une rencontre étonnante dans les Deux-Sèvres avec le plus grand collectionneur au monde de vin. Nous vous présenterons Célia dans le Lot. Elle fabrique elle-même ses savons. Mais ouvrons notre instant portrait avec Léa, 20 ans, handicapée et chef d'entreprise dans le Pas-de-Calais. La jeune femme se consacre aujourd'hui entièrement à sa passion, la cuisine. Top. C'est bien. Par contre, tu ne sers pas assez ta poche à douille en haut. Pour réussir une recette, il faut de bons ingrédients. Yveline et Léa, depuis 3 mois, travaillent en duo. Dans cet atelier, anciennement le garage du pavillon de Seningan, 3 jours par semaine, la jeune femme de 20 ans confectionne gâteaux et pizzas. Merci. Allez, tu peux déclencher ton chrono maintenant. Vas-y, c'est parti. Un projet devenu réalité dans sa vie d'adulte handicapé. Léa, aidée, acquiert de l'autonomie et s'épanouit. C'est
7. Maintenant, il faut un 5. Bien. Au départ, c'est moi qui faisais la plupart des choses et qu'elle regardait et maintenant, ça y est, elle s'investit dans tout. Comme hier c'était... On n'a pas de sablé. Tu t'es éclaté, oui. La pâte sablée. Voilà. Cookies, panna cotta, crimbolé, sablé. Tu sais faire tout ça? Oui. Les délices de Léa, le projet a vu le jour après 2 ans de démarches, de manches relevées, de bénévoles, de donateurs et grâce à l'investissement de parents très inspirés. La cuisine de sa maman a toujours été sa salle de jeu. Donc Léa voulait absolument travailler en cuisine. Aujourd'hui, Léa a trouvé son domaine d'emploi et elle peut s'épanouir correctement. On est épanoui aussi quand on voit notre fille qui termine sa journée et qui a un sourire radieux et qui dit qui prévoit déjà pour le lendemain ou l'après-demain ce qu'elle va faire en cuisine. Voilà, c'est un équilibre familial. De meringues. Fabrication sur commande, le bouche à oreille fonctionne bien. Les délices de Léa portent bien leur nom. Merci bien, c'est exact. Nous en consommons, regardez, 104 000 tonnes chaque année en France. Le savon. Je vais donc vous emmener ce matin à Cardaillac, c'est dans le Lot, et on va rencontrer Célia. Célia, elle conçoit elle-même ses savons, des créations artisanales fabriquées selon le procédé dit à froid, qui préserve les vertus des huiles végétales et essentielles. C'est l'instant bien-être. À quelques kilomètres de Figeac se trouve la jolie commune de Cardaillac, connue aujourd'hui grâce à un produit qu'on utilise tous les jours, le savon. Et ce savon, on le doit à Célia, qui a quitté son travail dans la grande distribution pour se lancer dans la fabrication artisanale de ce produit de notre quotidien. Dans son atelier, tout est fait maison. Mais avant d'arriver à ce résultat, Célia doit se fournir en matières premières. Pour cela, elle a rendez-vous ici, chez son amie Flora. Salut! Ça va, Flora? Ouais. Flora est une apicultrice qui produit son miel dans les environs de Cardaillac. Les jeunes femmes se sont rencontrées en vendant leurs produits sur des marchés. En ce moment, j'ai toutes fleurs. En kilo, j'aurai toutes fleurs. Ouais. Ou plutôt du liquide, toi, je pense. Ouais, peu importe. Mais je vais t'en reprendre 2. Ces ruches, qui sont installées sur des sites privilégiés du Lot, produisent différents miels. Du doux, du fruité, du mentholé, aux noix. Il y en a pour tous les goûts. Mais la raison principale pour laquelle Célia a choisi ce fournisseur est qu'il est à 2 pas de chez elle. C'est sûr que je cherche toujours des produits qui ont une très bonne qualité. Après, c'est vrai que j'essaye de privilégier, quand c'est possible, le local. Rentre bien. Et à bientôt sur les marchés. Son miel en poche, tous les ingrédients étant réunis, la fabrication du savon va pouvoir commencer. Donc on va fabriquer un savon miel noisette. Donc c'est un savon surgras, surgraissé à l'huile de noisette. Première étape, mélanger l'huile de noix de coco avec la cire d'abeille. En fait, fabriquer du savon, c'est pas forcément compliqué, c'est toute une question de dosage qui est assez précis. Sans oublier le miel de Flora qui parfumera le savon. Alors, cette technique de fabrication de savon, ça s'appelle la saponification à froid. En fait, justement parce qu'on ne fait pas chauffer les huiles, donc on ne fait que les fondre. Et c'est une technique qui se fait à froid et qui préserve donc la qualité des huiles. Célia peut alors disposer la pâte obtenue dans ses moules. La réaction chimique commence. Donc là, la soude est encore présente dans le savon, mais en fait, cette réaction chimique va durer 6 semaines. Donc c'est qu'au bout de 6 semaines où le savon pourra être commercialisé. Et 6 semaines plus tard, Célia obtient des blocs comme ceci qu'elle peut démouler. Et donc c'est à ce moment-là où on peut procéder à la découpe. Cela fait près d'1 an qu'elle a monté son entreprise. Ce qui l'anime, c'est la passion de réussir. C'est la raison pour laquelle elle propose également du sur-mesure. L'amande douce avec le citronné, c'est génial. Dominique commande des savons dans de petits formats adaptés pour les clients de ses chambres d'hôtes.
C'est une qualité, c'est génial pour le corps. Ça dessèche pas. C'est une très très belle qualité de savon. Célia met un grand soin à choisir des matières premières de qualité, ce qui rend ses savons source de bien-être pour le plus grand bonheur de ses clients. Et sachez que Célia vend ses produits en ligne. Lui aussi est un artisan du bonheur, un épicurien. Michel est passionné par le vin et sa cave n'est pas classée à l'UNESCO, mais franchement, elle pourrait y prétendre. Pas moins de 40 000 bouteilles, certaines prestigieuses, y sont recensées. C'est une collection tout simplement impressionnante. L'instant découverte nous emmène dans les Deux-Sèvres. Quelque part dans les Deux-Sèvres vit le plus grand collectionneur de vin au monde. Tel un ermite, Michel-Jacques Chasseuil s'est construit ici son petit paradis sous terre. Derrière des grilles et portes blindées, après avoir déambulé dans un long tunnel, apparaissent des centaines de caisses, un couloir de raisins noirs, et soudain, en un éclair et un petit tour de clé, là nous entendons un sanctuaire. 25 mètres de long, avec les caisses les plus prestigieuses de Bourgogne et de Bordeaux. Donc là, nous avons tous les grands crus au Magnum, Mouton Rothschild, Latour, Margaux, Lafite, Aubryon, Ozone, Lafleur, Pétrus. Tous les Pétrus, 80 millésimes différents depuis 1914. Lille Lacoste, qui m'avait offert les aiguières des années 30 où on buvait les Pétrus. Depuis 50 ans, Michel Chasseuil connaît tous les propriétaires, tous les domaines, tous les premiers crus classés, dont Yquem. Il les a dans sa cave et en plusieurs millésimes. De 1900 à nos jours, 1811, 1821 et 1847. L'impérial, 6 litres, Mouton 82. Dans quelques décennies, ça aura une valeur historique. Pendant près de 30 ans, Michel Chasseuil a travaillé chez Dassault Aviation comme chaudronnier, puis dessinateur industriel. En parallèle, il réalisait cette collection et la continue aujourd'hui. Ça me permet de garder une certaine vivacité, d'énergie et puis d'occupation, au lieu de me morfondre dans ma chaise en disant « Ah, j'ai 75 berges », vous voyez. Avec ses amis collectionneurs et dégustateurs, ils se sont permis d'ouvrir il y a quelques années à Paris ces millésimes mythiques. Quand on est à Taïwan, là on disait « Qu'est-ce qu'on va boire ?» Ben on va boire tous les 28. Alors on était un club de 10, on amenait chacun 2 bouteilles de notre cave, tous les 28. Et comme tous les grands amateurs de vin, il a aussi toutes les formes de verre, à Bourgogne, Champagne, Bordeaux et à liqueur. Vous êtes là, vous prenez votre verre et vous... Et on boit, on communie avec le vin. Dans son antre, dont la clé est dans un coffre à la banque, plus de 40 000 bouteilles dorment, environ 40 millions d'euros. La température y est idéale, entre 10 et 15 degrés, l'hygrométrie aussi, 80%, une cave qu'il a construite de ses propres mains. Mon père était maçon. J'ai dit, je vais faire 5 mètres par jour. Ben, après tout, en un mois, je vais faire le tour de la cave. C'est pas la mer à boire. J'ai pris mon choc. Et puis, allez hop, j'ai commandé 5000 parpaings. Et j'ai fait un mur, tout le tour. Après, j'en ai refait un deuxième, à 20 cm. Et j'ai fait bourrer de béton. Un écrin pour des flacons rares. Voici d'ailleurs la bouteille la plus chère sur le marché, vendue plus de 14 000 € en 2015. Et même plus récemment, 50 000 € à Hong Kong. La fameuse relique, là, le Jaillet, Richebourg 1978, voilà. Je l'ai eu il y a 20 ans, à l'époque, j'en ai bu une avec M. Jaillet, et puis j'en ai acheté 2 bouteilles. J'aurais dû prendre la caisse. Ça valait 30 €. Pedro Jiménez 1944. Bouteille numéro 1. Nombre de bouteilles produites, 1. Aujourd'hui, Michel Chasseuil est devenu quasiment un personnage public. Sa passion, il la partage avec un grand de ce monde, le prince Albert II de Monaco, qui est venu visiter sa cave en 2012. Le prince de Monaco, quand il arrive là, il me dit « Monsieur, c'est avec beaucoup de fierté que nous venons de visiter votre muséum. Et je dois vous dire que j'ai fait 2 fois le tour du monde. J'ai vu 2 fois les 7 merveilles du monde. » Il me dit, ça m'a fait beaucoup plaisir, vous êtes dans les 5 meilleures des merveilles du monde. Michel Chasseuil a décidé de créer une fondation à qui il lègue sa collection. Il va ouvrir prochainement sur sa propriété un musée du vin. J'ai l'idée, la cave, le terrain, les plans qui vont être entre ici et le Grand Chêne, là-bas au fond. Là, c'est le reliquaire Napoléon.
J'ai les lettres Bonaparte Napoléon, mais ça, c'est ce que buvait Napoléon à Sainte-Hélène. 1912. C'est le patrimoine de la France et du monde viticole qu'il souhaite aujourd'hui exposer et offrir au grand public, à travers ces vieux flacons, dont le plus ancien remonte à 1732. J'aimerais en faire une sorte de Louvre du vin. C'est 3 siècles de mémoire du génie de l'homme et des merveilles de la nature. Son rêve intime serait de voir classer sa collection au patrimoine immatériel de l'humanité. Une sacrée histoire que celle de ce passionné. Et pour découvrir d'autres histoires de passionnés et parler de sujets qui vous concernent à travers des reportages tournés en région, je vous donne rendez-vous dans l'Instant R, demain à 10h50 sur France 3. Très belle journée à tous.